Si certaines personnes veulent prendre la parole, ça sera avec grand plaisir. Juste un tout petit mot. Je voulais signaler que ce livre a été présenté au libraire en décembre, non Le livre, c'est ça, que ni Manuela, ni Marilia, ni moi-même ne pouvions y être parce qu'on était toutes les deux avec un problème de santé ce jour-là, et que nous avons été extrêmement bien représentés par François Villa. Qui a fait un papier qui est sur le blog de l'annonce faite par Anna de Staël. Donc sur le site de l'ITAC, vous trouvez, et il y a le lien pour lire son papier, qui est tout à fait très bien également. C'est-à-dire qu'il a raison d'introduire quelques notions, quelques phrases, quelques notions que Manuela répète avec un grand intérêt. Elle a raison de les répéter. En particulier, j'essaye de retrouver, j'avais noté comme ça au fur et à mesure de mes lectures quelques expressions qui reviennent, qui, isolées du reste, paraissent très simples, mais elles se réfèrent beaucoup à l'effort psychique, c'est-à-dire véritablement chez elle, ce que tu as apporté tout à l'heure avec la notion de deuil. Je crois que vraiment il y a véritablement l'idée d'un travail psychique qu'elle met sous le mot effort psychique. Et puis il y a ce magnifique mot que François tu as repris, évidemment la cascade fanatique, cette espèce comme ça de truc qui se déroule tout seul, de compulsion de répétition, du fanatisme qui démarre et puis qui est plus... D'ailleurs elle le dit très très bien dans son livre, elle dit très bien qu'il s'agit d'aller chercher les germes du fanatisme, qu'une fois que le processus s'est déclenché dans une société, il n'y a pas bien moyen de le détourner. Et mes expériences institutionnelles m'ont prouvé la même chose. C'est-à-dire que ça peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, et parfois, même au bout de 20 ans, le mouvement continue à exister. Et alors, oui, puis d'autres choses, réseau de préconception, c'est très important pour elle, et puis évidemment l'humilité qu'elle mêle l'adjectif intellectuel, mais je pense quand même que connaissant Manuela, c'est une humilité plus fondamentale et morale et éthique que simplement intellectuelle. Une dernière chose que j'aimerais rajouter, que je suis sûr qu'elle serait d'accord, c'est que je suis sûr que n'importe qui pourrait lire ce livre, même ceux qui sont pris dans les mouvements fanatiques, on peut se poser la question, et ils seraient d'accord avec elle. Gros problème. Ça n'est pas sûr. Gros problème. Pour moi, en tout cas, c'est mon expérience sur les discussions qu'on peut avoir avec beaucoup de collègues sur les logiques groupales et institutionnelles, fait qu'on arrive tous à se regrouper, et en même temps, on est sûr que c'est l'autre qui est pris dedans, et pas soi, et vice-versa. Donc il y a là un vrai problème presque épistémologique d'évaluation, d'épreuve de réalité des logiques institutionnelles et du discours sur les logiques institutionnelles. Bien, allez, à vous. Oui, Plus dans le micro, s'il te plaît. Si je ne parle pas, elle va me taper sur les doigts à la fin, donc j'obéis à mon surmoi. Il est fermé, ton micro. Ouais. J'obéis à mon surmoi, puisqu'elle a décidé ce soir qu'elle était mon surmoi. Plus fort. Mais ça marche pas. Si, là. Plus fort. Vous avez touché la sono, hein? Ça marche ou pas? Non, il marche plus. Ils sont allumés, mais ils ne marchent pas. Mais c'est pareil pour moi. On peut se parler tous les deux, si tu veux. Bon, bah non, je te laisse la parole dans ce cas-là. Mais vous m'entendez peut-être son micro? Non, pas vraiment bien. Non? Ils n'ont pas besoin de... T'inquiète, oui, on t'entend, oui. Là, ça va? Ça marche? Pas de problème, non? La sono est en bout de course. Donne de la voix. Bon, alors je vais essayer de parler plus fort. Voilà, très bien. Voilà. Lève-toi, s'il te plaît, François. Je dirais, moi j'ai lu ce livre en espagnol, qui est ma langue maternelle, je ne l'ai pas encore relu en français. Je dis ça parce que c'est important, ça a joué dans l'émotion et le trouble que j'ai ressenti, et peut-être aussi à cause de l'arrière-fond républicain espagnol commun avec Manuela et ma propre histoire. Je dirais, ce qui est très compliqué avec ce livre, c'est qu'avec toutes les références qu'elle fait, à de larges connaissances et une exploration extrêmement importante, ce livre ne
concerne pas la psychanalyse, mais montre à quel point la psychanalyse ne peut pas être concernée. Ne peut pas ne pas être concernée par la psychanalyse. Hein, elle passe. Ce qu'elle essaye de montrer, c'est comment le fanatisme est une question cruciale aujourd'hui. Alors, si elle était là, j'aurais une discussion avec elle et je critiquerais peut-être la place presque originaire qu'elle donne au fanatisme. Et je dirais, elle éclaire peut-être pas assez les racines psychiques du fanatisme. Et que ça, c'est une question cruciale, mais c'est pas le problème, parce que son livre est bouleversant, effectivement, parce que de toute façon, il montre ce qu'il en est aujourd'hui du statut de la vérité alternative. C'est ça, sans arrêt, qui est à l'horizon, c'est comment la vérité va être oubliée, parce qu'on s'est fixé et on a choisi un objet d'investissement libidinal, et que cet objet d'investissement libidinal, on n'y tient plus qu'à la vérité. Et c'est tout. Et on l'institue en lieu et place de la vérité. Là, je rejoindrai d'ailleurs, excuse-moi, je pensais à toi, Bernard. Je rejoindrai Bernard sur ce qu'elle montre bien, c'est que le danger, c'est où est l'indice qui permet de percevoir qu'on n'est pas rentré dans le fanatisme et qu'on ne reconnaît pas bien facilement le fanatisme de l'autre qui ne nous concerne jamais. Parce que Hélène a raison, il y a plein de situations analytiques dans ce livre qui nous évoquent à tous des choses. Mais les gens auxquels on pense qu'ils seraient en position de fanatisme, s'ils lisaient le livre, auraient la même réaction. Et ça, je crois que c'est une question cruciale dans ce livre, parce que vraiment ce sur quoi elle essaye de travailler, c'est une remarque qu'elle ne cite pas, mais que Freud fait à la fin de ce texte testamentaire, Analyse avec fin et sans fin, où il s'interroge, est-ce que les analyses sont vraiment changées par l'analyse? Est-ce que leur mode de relation dans le social représente un vrai progrès de spiritualité, comme on l'a dit, et c'est des gens très civilisés dans leurs relations. Et Freud, à ce moment-là, a une phrase extraordinaire, il dit, le problème, c'est que la plupart des analystes, enfin qu'un certain nombre d'analystes, et il dit un certain nombre parce que je crois qu'il ne veut pas dire tous, parce que ça serait très grave pour la publicité, pour la psychanalyse. Un certain nombre d'analyses ont appris à utiliser les mécanismes psychiques que leur a révélé l'analyse pour rester identiques à eux-mêmes et surtout ne pas changer. Et là, elle touche à quelque chose de crucial, parce que c'est aussi une des dimensions de nos sociétés analytiques. Après une journée entière de travail, si on n'a pas été trop résistant à la psychanalyse, il y a l'influence de la parole de l'autre, qu'on s'est laissé altérer, qu'on s'est laissé entamer. Le soir, quand on va s'imposer de subir les collègues encore jusqu'à 11h ou 11h30, c'est tout simplement pour ne pas être fou, pour se recomposer et pour se retrouver. Et se retrouver de préférence en pensant que l'autre, vraiment, il n'y comprend rien et que moi, par contre, je comprends tout. Comme disait Jean-Claude Lavie, dans une discussion entre analystes, c'est simple, au bout d'un moment, c'est ma mère contre la tienne et c'est la mienne qui a toujours raison, ne vous inquiétez pas. Alors je trouve qu'elle est complètement dans ce creux-là sans arrêt, avec trois thématiques très importantes. C'est ce qu'elle appelle la cascade fanatique, c'est-à-dire que quand la passion de l'un, parce qu'elle insiste beaucoup là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le fanatisme qui est la passion de l'un, d'une seule vérité, et la disparition, par exemple, de ce qui est crucial dans la cure analytique, c'est que quelle que soit notre proximité avec le patient, il y a toujours deux scènes psychiques, la scène du patient et la mienne. Et que quelle que soit notre empathie, elle ne vise pas à abolir ces deux scènes, mais à les maintenir dans la capacité d'intersection, d'influence, mais de déploiement. Alors ça, elle le montre, je trouve, très très bien, et effectivement, ce qu'elle montre bien, c'est comment à un moment donné, quand la cascade commence, enfin, quand le fanatisme arrive, c'est la cascade. Mais là, je vous donnerai un exemple que vous connaissez tous. Pensez à vos scènes de ménage et à vos scènes de couple. Dès qu'une scène commence, vous ne savez pas comment l'arrêter, vous la regardez avec distance, vous vous dites mais qu'est-ce que je suis en train de faire, et vous ne l'arrêtez pas, ça continue, ça se développe et ça poursuit. Et elle reprend ce phénomène-là de manière très très forte.
L'autre chose qui est importante, c'est la place qu'elle donne à la régression. Il y a la régression du côté de ne pas confondre la nécessité d'un idéal qu'on n'est pas obligé de surinvestir et les processus d'idéalisation qui mènent du côté de l'idolâtrie, justement, qu'évoquait. Donc je trouve que ça, c'est un mouvement très très précieux dans son texte. Alors, je dirais, à quoi ça sert la psychanalyse? À quoi ça sert le travail de Freud sur la culture? On perdra la guerre. Mais avant qu'on ait perdu la guerre des pulsions, que la force des plus gros bataillons triomphe, on peut encore, avec un effort psychique, faire quelques conquêtes, quelques progrès de l'esprit. C'est le pari que fait Manuela, c'est qu'il n'est pas interdit, avec toutes les propensions de l'institution à céder au fanatisme, qu'on puisse de temps en temps faire que l'institution, avec tous ses défauts, avec le fait qu'elle n'est pas analytique, qu'elle ne transmet pas l'analyse autant que telle, elle permette que dans le cadre de nos débats et de nos formations, qu'il y ait des moments analytiques. Et que ça, c'est les moments où le fanatisme se délie et ça peut rebondir. Mais vous inquiétez pas, il recommence la fois d'après. Oui, d'autres. Merci François. Il y a d'autres. Vous vouliez ici, le micro, il a. Ah ben non, il prend un micro, il faut que vous. Non, je vais poser une question sans doute mineure, mais qui m'a intrigué. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai regardé la bibliographie, et comme elle est spécialiste du groupe, je n'ai pas vu de référence à Bion. Je me suis demandé simplement pourquoi. Donc elle cite bien Mélanie Klein, mais il n'y a pas de référence à Bion. Peut-être que... Pas dans la biblio. Oui. Non, pas dans la biblio. Non. J'ai fait comme vous, oui. Oui, je m'attendais au moins le livre sur les petits groupes. Oui. Oui, mais ça ne lui a pas servi. Oui, oui. Oui. Esto, tu voulais répondre à quelque chose, non? Elle a utilisé, sans les nommer, mais elle cite à un moment donné comme auteur. Moi, je pense que des livres comme ça sont le résultat d'une intégration assez importante de plusieurs auteurs, et on n'a pas besoin chaque fois de dire cette phrase à page telle, faire un travail académique. Et quand elle parle des éléments, justement, qui ne sont pas encore les fanatismes, mais qui sont là, et qui, dans certaines conditions, peuvent faire émerger cette solution fanatique, elle parle des préconceptions bioniennes. Elle emploie le mot, oui, tout à l'heure, elle emploie le réseau de préconceptions. Donc, ce qui est bon dans un livre pareil est justement qu'on n'est pas surchargé de toute ma culture analytique, mais montre comme analyste comment elle cherche d'être vigilante à un phénomène qui existe, pour lequel elle n'a pas de réponse, mais qu'elle dit elle existe et soyons vigilants parce que nos institutions aussi sont fragiles. Et comme toutes les institutions, risquent d'être facilement colonisées par des phénomènes pareils. Et il me semble que c'est déjà pas mal pour une personne qui a eu une si longue expérience de nous le rappeler. L'autre chose est que, hélas, cette édition française n'a pas pensé d'intégrer l'autre livre qui est sur la leadership et les leaders, qui, à mon avis, éclaire pas mal des passages de ces livres qui ne sont pas tout à fait bien approfondis. Donc, ça vaut la peine que, chère Anna de Staël, tu penses à publier un peu la suite. Il faudrait peut-être réviser l'édition, parce que des fois, ce sont des omissions qui sont à cause de ça. Le passage d'une langue à l'autre, il y a des omissions. Peut-être il y a eu un passage d'abord espagnol-anglais et puis anglais-français. Donc les trahisons peuvent être un peu partout. Déjà, souvent dans les éditions, à ce moment-là, je dirige la revue et je souffre de cette tâche horrible qui est
toutes ces révisions qui font des omissions, des fois on laisse de côté, on a oublié, on a mis... Donc, bon, mais je vous remercie. Il faudrait... Ma remarque ne visait pas à signaler une insuffisance. Non, mais il faudrait... J'étais intrigué, simplement. Non, mais il faudrait... C'est pour cela que je vous dis qu'elle connaissait bien l'œuvre de Bion et qu'il faudrait en tout cas voir. Je pense que... Ça ne marche pas, mais... Ah non, que seul Manuela pourrait répondre à cette question, parce que... On t'entend d'ici. Oui, comment? Seul Manuela pourrait répondre à cette question, parce que moi aussi, je me suis dit, automatiquement, j'avais presque écrit Bion, et puis j'ai été vérifiée. Je me dis, tiens, c'est drôle, et voilà. Elle a sûrement ses raisons, mais elle avait sûrement ses raisons. Voilà, Ouais. De la même façon, ce que vous signalez, elle est centrée sur le texte de 21, Psychologie des masses et analyse du moi. Oui. Dans ce livre, en tout cas, elle est centrée dessus. Elle n'a pas été jusqu'à Moïse dans ce livre, alors qu'elle le connaissait obligatoirement. Bien sûr. Elle ne se réfère pas à Totem et Tabou, qui permettrait d'interpréter en termes de meurtre et d'attaque. Je veux dire, ce livre se retient quant à l'interprétation. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai vécu en le lisant. J'ai trouvé qu'il décrivait parfaitement bien des choses qui nous évoquent beaucoup. Et elle se retient, elle avait sûrement plus en elle à dire sur l'interprétation. Voilà. D'autres réactions? Oui, mais bon, c'est vrai. On parle du sujet. Non, mais c'est sûr que la question du fanatisme, bon, tout ça, Daniel, plus fort. dans les sociétés de psychanalyse, on l'a tellement vécu de tellement près, on a tellement été bousculé par ça, qu'évidemment, lire ce qui a pu en être écrit va certainement nous bouleverser, nous passionner. On a eu tellement de mal par moments à en sortir. Voilà. Oui, peut-être. Oui, vas-y. Je pense que elle a beaucoup parlé du respect, le respect et la dignité de l'autre aussi, et de la liberté. Et ce travail de liberté individuelle qui peut, à un moment donné, faire face à un groupe et maintenir l'individualité, ce qui n'est pas facile, pour pouvoir, en tout cas, garder la propre identité et faire face à des situations compliquées, comme nous le savons tous, qui permet d'introduire ou de réintroduire la différence. Parce qu'elle parlait dans son livre beaucoup aussi du manichéisme, noir-blanc, avec moi contre moi, et c'est cette possibilité de reprendre la pensée et le respect et de transmettre ces messages de respect à l'autre et à la différence. Je pense que d'une certaine façon est aussi sous-entendu dans ce qu'elle propose. Autre chose, je veux dire, j'imagine aussi qu'elle parle du phénomène de l'emprise. De l'emprise. D'une certaine façon, oui, bien sûr. C'est vrai qu'elle n'emploie pas la soi-disant pulsion d'emprise. Elle parle un moment, évidemment, mais elle emploie plus les mots cohusiens. Je veux dire, elle emploie plus le mouvement, le développement d'omnipotence. Voilà, l'omnipotence, le côté... Elle se réfère à Adler, etc. Donc il y a cette lignée-là. Mais c'est vrai que ça aurait pu être envisagé sous l'angle... voilà. Elle parle de la domination. Oui. De la même façon qu'elle a peu développé la destructivité tout en l'évoquant.
Il y a des choses... Bon, mais ça ne peut pas tout développer. Hein. Oui. Non, mais quand elle parle de la liaison, la nécessaire liaison avec Eros, pour faire face à la destructivité, comme un travail aussi individuel, parce que, comme nous le savons, c'est pas facile. Encore que Bernard, je ne dirais pas ce que tu dis, parce que quand elle fait toute sa partie à partir du manichéisme, qui est vraiment une partie du livre extrêmement importante, et qu'elle montre que le manichéisme rêve d'une chose, c'est que le bien et le mal soient séparés, distincts et surtout pas liés. Et elle va montrer que tout l'enjeu contre le fanatisme, c'est de maintenir, et que cette séparation bien-mal, ça mène automatiquement à la destructivité. Elle ne l'emploie pas, mais c'est clair que ça ouvre la voie à la pulsion de mort. Et elle montre comment bien c'est la capacité de maintenir intriqué, noué, enchevêtré bien et mal, hein, qui permet de faire cet effort qui permettrait d'échapper au fanatisme, qui nous empêcherait de décréter tout à coup que nous sommes, nous les humains, nous les civilisés, les autres c'est les barbares. C'est les barbares, et puis voilà. Et ils sont mauvais, bien sûr. Oui, mais volontiers. Je trouvais très intéressant, justement, dans son livre, elle développe beaucoup sur le manichéisme, puisque le manichéisme sort d'une structure ternaire. Donc, justement, il met deux opposés qui traitent de la même chose à deux pôles, et il exclut un troisième pôle, qui est le problème de... Je veux dire, qu'on se représente, qu'on ait des imageries du côté du bien et du côté du mal, les églises les ont exploitées, ces deux-là. Je veux dire que les images du diable sont aussi nécessaires que les bondeuseries dans certaines religions. Ce qui est le problème laissé entier, c'est ce qui reste énigmatique de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pourquoi il nous faut autant nous échapper au problème du manque. Or, le problème du manque, les deux pôles du manichéisme le comblent, donc il n'est pas traité. Je veux dire qu'il est rempli par la bataille, par l'enjeu de bataille des deux pôles. Dans le manichéisme, il y a une guerre entre les deux pôles, ce qui fait que ça comble le fait... Je veux dire, l'humilité dont elle parle, qui est sa façon de traiter le manque, et je la rejoins profondément, introduit une tiercéité. Là, elle l'a réintroduit par le biais d'un appel à l'humilité, à ce que tu as dit tout à l'heure, à la dignité, à des choses comme cela. Voilà, elle le réintroduit par ce biais-là. Là aussi, elle n'a pas introduit les concepts, le surmoi par exemple, elle ne l'a pas non plus énormément développé. Mais bon, il y a aussi un charme, je veux dire, à la lecture. C'est un livre qui se lit facilement, qui se lit bien, qui est très accessible et qui, on n'en perd rien au niveau du contenu, de sa facilité. Je suis incapable d'écrire un livre comme ça. J'écrirais un livre sur le même thème, personne ne comprendrait rien, même moi. Bien. Donc, non, mais je veux dire, il y a des façons d'écrire. Elle a une façon d'écrire pour un problème aussi difficile qui est quand même très intéressant de pouvoir le transmettre comme ça. Et la préface de Milagros, bien sûr, et par la préface, ce petit mot d'introduction, et puis après la préface de Marilia, reste aussi, il y a une volonté partagée de vous trois de rendre ce livre très accessible et non pas un livre de psychanalyse. C'est là que c'est assez adroit. C'est aussi pour ça que certains auteurs, elle les a pas trop mis, mais c'est pas sûr, elle aurait pu rajouter Bion dans la biblio, ça ne changeait rien. Je veux juste dire un petit mot. Oui, bien sûr. Non, ça marche toujours pas. Non, toujours pas. Il faut toujours donner de la voix. Elle ne fait pas une thèse sur le sujet. Hein, elle ne fait pas un travail universitaire sur le sujet. Elle parle de son expérience et elle utilise les mots et les auteurs et les personnes qu'elle a en quelque sorte dans la tête quand elle y pense. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose qui serait, par exemple, peut-être négatif dans une thèse, mais extrêmement positif quand quelqu'un dit « voilà avec quoi moi je travaille, voilà comment je pense, voilà les mots qui me viennent ». Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce livre.
Et si ça fait penser quelqu'un, dont vous ou qui que ce soit d'autre, à Bion ou encore à toute une série d'autres auteurs ou d'autres écrivains, c'est que ça marche. Ce ne sont pas des exclusions, c'est-à-dire ce n'est pas une femme d'exclusion du tout. Pas une femme d'exclusion. Pas du tout. Oui, oui. Vas-y, Annette. Oui, alors je vais un peu ailleurs, dans la mesure où Manuela, moi j'aimais beaucoup Manuela, et comme disait Milagros, pour moi c'était vraiment une femme gaie qui avait un humour extraordinaire. Alors je ne sais pas si elle était mélancolique, moi je la voyais plutôt comme nostalgique, mais bon. Et on a beaucoup échangé autour des enfants, et j'ai quelques souvenirs de discussions entre elle, moi et René Diadkine, où vraiment ça disait bien. Et on avait parlé, bon j'ai pas lu le livre, mais on avait parlé de ces problèmes de collectivité, de collectivisme, je dirais, de ces problèmes d'agressivité des enfants entre eux. Et elle avait été dans des institutions, elle avait bien vu comment les enfants pouvaient se dédifférencier et avoir ces phénomènes de fanatisme. Et vraiment, quand on entend actuellement l'importance pour les jeunes de trouver celle qui est populaire, celui qui est populaire, et toutes ces questions de harcèlement dont on entend parler, je pense que c'est la même chose. Et ça montre bien qu'effectivement, c'est originaire, hein, si on peut dire, ce besoin de différenciation, enfin ce besoin de chercher un leader quoi, et de se référer à l'analyse des foules, enfin, bon, enfin, bref, et analyse du moi. On n'en sort pas, et ça commence tout petit. Moi qui ai fait de l'observation dans les maternelles, et je pense aussi par exemple à le livre je ne sais pas si certains ont vu le film de Claire Simon qui s'appelle Récréation, où on voit un groupe d'enfants qui, au milieu, qui à la récréation, forme un groupe, et très rapidement, il y en a un qui prend le pouvoir et qui dit aux autres, voilà, vous faites comme ci, comme ci, comme ça, là vous êtes les prisonniers, et c'est parti. Et avec ce cercle vicieux, que je crois elle expliquait bien, qui est que quand ça commence, pour arriver à détricoter le phénomène, là, c'est une autre histoire. Voilà. Par exemple, à la Société de Madrid, lorsqu'elle était présidente, elle a proposé, elle a créé une structure, pour ainsi dire, qui a continué, qui continue maintenant, qu'elle appelait au début débat institutionnel. Et après, ça a été adouci, dialogue institutionnel, la peur de débattre, comme Daniel disait aussi. Et donc, pour avoir une habitude institutionnelle de parler des choses, des problèmes, des situations, des décisions à prendre. Ce ne sont pas des assemblées, ce sont des possibilités d'échanger, s'il est possible en liberté, pour pouvoir penser ensemble. Et je pense que ça instaure une culture, une possibilité de culture face à la barbarie qui nous habite souvent. Bien. D'autres interventions où on considère que vous allez tous vous mettre à le lire? Bon, eh bien, bonne fin de soirée à tous, bonne lecture, et puis à la prochaine occasion de ces réunions. Merci beaucoup à vous de faire ces réunions.